Les salles de classe sont très bruyantes. En effet, elles peuvent atteindre jusqu'à 95 décibels, aussi fort qu'un marteau-piqueur. Charrue avant les bœufs, Laura. Il faut d'abord comprendre ce qu'est le son. Alors, le son, c'est une sensation auditive créée par une onde acoustique. Elle est créée grâce à des vibrations mécaniques qui traversent des milieux liquides, gazeux ou solides. Eh bien Laura, pour mesurer l'intensité du son, on utilise une mesure qui s'appelle le décibel. On a une échelle qui part de 0 à 140. À 30 décibels, on est dans un endroit calme, qui n'a pas beaucoup de bruit. À 60, on est dans une conversation, c'est de deux personnes. À 100, c'est le bruit d'un marteau-piqueur. Et à 130, c'est le bruit d'un avion. Mais comment il se déplace, le son? Est-ce qu'il est poussé par quelque chose? Est-ce que c'est comme le vent? C'est en fait assez simple, Laura. Le son correspond à une vibration de molécules. Sous l'impulsion d'une force externe, prenons par exemple la sonnerie, les molécules d'air à proximité de ce lieu se mettent à vibrer. Elles rebondissent alors contre leurs molécules voisines, ce qui transmet une oscillation à une certaine distance. Le son ne parcourt que 340 mètres par seconde à la température de 10 degrés Celsius. On peut voir cette représentation sur l'image ici. On peut aussi remarquer avec l'exemple du tonnerre que la vitesse du son est beaucoup plus inférieure à celle de la lumière. C'est comme ça que l'on peut expliquer que lorsque l'on voit l'éclair, on n'entend pas le bruit du tonnerre en même temps. Et pourquoi tu ne nous montres pas ton expérience, Laura? Nous avons fait une expérience au gymnase de l'école afin de démontrer la vitesse du son que nous avons expliqué juste avant et de montrer comment l'intensité sonore évolue en fonction du temps qui passe après l'émission de ce son. Nous pouvons voir sur le graphique ici que le son atteint rapidement son apogée avant de dégraisser rapidement d'une façon linéaire. Donc nous pouvons voir que le son atteint rapidement son apogée. Et puisque nous regardons sur l'abscisse qui est le temps en secondes, il pourrait être de 1/6 de seconde. Ensuite, nous savons que les murs du PAC du gymnase sont situés à environ 30 mètres de là où nous avons tiré le pistolet. Donc aller-retour, cela fait environ 60 mètres. Et grâce à la formule vitesse est égale distance sur temps, donc nous pouvons calculer que 60 sur 1/6, c'est égal à 60 fois 6, c'est égal à 360 mètres. Donc la vitesse que nous avons trouvée du son est de 360 mètres par seconde, ce qui n'est pas très loin de la vitesse donnée scientifiquement très précisément, qui est de 340 mètres par seconde. Il faut préciser que le son ne se propage pas dans le vide. Il a besoin d'un milieu élastique pour se propager et qui le conduise. Et ce milieu élastique lui transmet les vibrations du corps sonore. Ainsi, le son ne traverse pas le vide. Et maintenant, nous allons vous montrer des vidéos que nous avons filmées au laboratoire. Bonjour, nous sommes dans le laboratoire d'Ottilie. Aujourd'hui, on va réaliser une expérience avec cette cloche à vide pour prouver que le son ne se propage pas dans le vide. Donc on a cette cloche à vide, le buzzer et cette pompe à vide. Nous allons mettre ce buzzer dans notre cloche. Après, on va fermer cette cloche. Puis,
avec la pompe, on va extraire l'air, ce qui va créer donc du vide. Et puis, on n'entendra plus le son du buzzer, ce qui va nous montrer que le son ne se propage pas dans le vide. Nous observons que lorsqu'il y a toujours de l'air dans la cloche, le buzzer peut sonner. Donc le son se propage bien dans l'air. Non, c'est une buzzer. A few moments later. Remarquez qu'on entend beaucoup moins le bruit venant du buzzer. Mais on peut toujours l'entendre parce que cette cloche ne nous permet pas de faire le vide complet. Donc nous allons faire l'expérience inverse en enlevant ce tuyau. Et quand l'air rentrera, on va pouvoir remarquer que le bruit, on pourra entendre le bruit, donc ce qui prouvera que le son se propage donc dans l'air. Lorsqu'une onde sonore rencontre un obstacle, il y a réflexion du son. Une partie des vibrations continue leur marche en ligne droite au-dessus de l'obstacle, mais celles qui ont frappé l'obstacle sont renvoyées par lui. Et c'est cette réflexion qui produit une répétition du son, à laquelle on a donné le nom écho. En bref, lorsque vous entendez un écho d'un son que vous avez émis, cela signifie que ce son a rencontré une surface dure. Or, les surfaces dures ont pour propriété de réfléchir les sons exactement comme un miroir réfléchit la lumière. Le son est réfléchi par la surface dure et fait le trajet inverse, il revient. Lorsque les échos successifs se confondent et prolongent les sons, c'est ce qu'on nomme résonance. Nous pouvons voir l'existence de la résonance par exemple à l'aide de 2 diapasons, qui est un instrument qui est utilisé pour produire une note dont la fréquence sert de référence pour l'accord des voix et des instruments qui correspond à un Fa. Ce diapason a la forme d'un oscillateur à 2 branches en forme de U. Les diapasons sont placés sur des boîtes de résonance. Nous allons frapper sur un des diapasons qui sera l'excitateur, puisqu'il va produire en quelque sorte le son, et le deuxième diapason placé tout près du premier est appelé le résonateur. L'air entre les deux est appelé couplage. La fréquence des 2 diapasons est la même. On appelle la première V au 1 et la deuxième V au 2. Ainsi, lorsqu'on frappe à l'aide d'un marteau sur le diapason numéro 1, il produit un son, une note, le La. Mais dans un instant, nous allons immobiliser cet excitateur et nous pouvons remarquer que le résonateur s'est mis en mouvement. L'excitateur que nous n'avons jamais frappé est lui-même en train d'émettre un La. Mais il faut garder en tête que pour que le résonateur émette un son, il doit avoir la même fréquence que le résonateur. La réverbération est un phénomène très important pour la construction d'une salle. On peut calculer le temps de réverbération d'une salle grâce à une formule de calcul déterminée par le physicien américain Wallace Clement Sabine en 1900. Cette formule correspond à 0,161 multiplié par le volume en mètres cubes divisé par la surface en mètres carrés multiplié par alpha, le coefficient d'absorption. Sa formule convient quand les coefficients d'absorption sont suffisamment petits. Quand ceux-ci sont grands, elle est fausse, car si alpha est égal à 1, c'est-à-dire que les parois absorbent entièrement le son, il ne devrait y avoir aucune réverbération, donc TR devrait être égal à 0. Mais la formule de Sabine donne une valeur non nulle. Eyring propose alors de redéfinir alpha comme 1 moins absorption. Nous avons ainsi la formule TR est égal à 0,161 multiplié par le volume en mètres cubes divisé par la surface en mètres carrés multiplié par la fonction logarithmique de 1 moins alpha. Les deux formules donnent des résultats équivalents lorsque alpha est petit.
Plus le coefficient est grand, plus il y a une différence entre les deux résultats. Plus le volume est important, plus le temps de réverbération doit être important. Si nous comparons deux mêmes salles avec un coefficient d'absorption différent, le temps de réverbération, comme vu sur les graphiques ci-dessous, change. En effet, nous pouvons voir que sur le graphique à gauche, que le temps de réverbération est bien plus important que sur le graphique numéro 2. De même, le bruit de fond est bien plus important sur le graphique à gauche que sur le graphique à droite. De nouveau, l'expérience où nous allons dans le gymnase peut être très utile pour montrer la réverbérance. En effet, cette salle de grande taille a une réverbérance très importante, comme on peut voir sur le graphique, où le son met plus de 2 ou 3 secondes avant de s'éteindre. En utilisant la formule du physicien américain Wallace Clement Sabine, nous trouvons que le temps de réverbération est de 6,2 secondes. En effet, si nous prenons le gymnase, de dimension 36 mètres de longueur et 28 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur, la surface serait de 980 mètres carrés et le volume 3024 mètres cubes. Nous savons aussi que le coefficient d'absorption est celui de la brique, c'est-à-dire 0,08. En insérant ces valeurs dans la formule de Wallace Clement Sabine, nous trouvons que le temps de réverbération est de 6,2 secondes. Nous pouvons voir que le temps de réverbération calculé est un peu plus grand que celui trouvé par expérience. Cela peut être expliqué par les quelques tableaux de laine installés dans le gymnase et les grandes ouvertures de la salle qui ne sont pas calculées dans cette formule. La durée de réverbération d'une salle est définie en fonction de son utilisation. En effet, lorsqu'on cherche un son précis, il est préférable d'avoir un temps de réverbération faible, obtenu par des matériaux absorbants. En revanche, si l'on recherche une bonne homogénéité de la salle, il faut plus de résonance et donc un temps de résonance plus important qui s'obtient grâce à des matériaux réfléchissants. Le temps de réverbération optimal est donc spécifique à chaque salle et à son utilisation. On distingue 3 qualités dans un son: l'intensité, la hauteur et le timbre. L'intensité du son dépend de l'amplitude des vibrations du corps sonore. Ainsi, une onde avec une plus grande amplitude aura une intensité plus forte qu'une onde avec une plus faible amplitude. La hauteur et le degré de gravité ou d'acuité du son dépendent du nombre de vibrations. On l'appelle aussi la fréquence. Mesurée en hertz, elle mesure le nombre de fois où un phénomène se produit, ici l'onde, dans un intervalle donné. Plus le nombre de vibrations est grand pendant le même temps, et plus le son est aigu. Le timbre du son dépend de la forme des vibrations et de la nature du corps qui vibre. Nous distinguons les sons purs, c'est-à-dire une vibration dite simple qui correspond à une vibration sinusoïdale, et les sons quelconques, qui ont des vibrations dites complexes, périodiques. On peut distinguer dans ces dernières plusieurs vibrations simples. Ainsi, la note La du piano ne sera pas la même que la note La donnée par une guitare. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous ici. Et donnez des pouces bleus et regardez la prochaine vidéo ici. À la prochaine avec Fun Fun Science. Science.